Paragraphe 17. Digression, la théorie de l'évidence chez Descartes et le problème du cercle cartésien. Si le cogito se présente comme le roc inébranlable qui doit supporter l'édifice du savoir, il ne peut jouer ce rôle qu'en s'explicitant dans une théorie de l'évidence. Et de ce fait, cette première vérité ne prend son sens effectif que dans la règle que Descartes en tire pour définir toute vérité en général. Dans cette première connaissance, il ne se rencontre rien qu'une claire et distincte perception de ce que je connais, laquelle de vrai ne serait pas suffisante pour m'assurer qu'elle est vraie, s'il pouvait jamais arriver qu'une chose que je concevais aussi clairement et distinctement se trouvât fausse. Et partant, il me semble que déjà je puis établir pour règle générale que toutes les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. Troisième méditation. On aurait tort pourtant de voir dans la théorie cartésienne de la connaissance une simple généralisation des conditions qui se sont révélées dans un cas particulièrement privilégié. En fait, l'expérience du cogito l'a fait saisir dans le mouvement ses visées intentionnelles en tant que la pensée n'existe que comme pensée de l'être. Dès lors, la position du moi comme pensant enveloppe la totalité de la réalité pensable et la règle de l'évidence ne fait qu'expliciter le contenu même du cogito. C'est ce qui ressort de la controverse avec Gassendi. L'empiriste s'obstine à faire du moi une chose et en demande une analyse au sens de la chimie. Mais ce que nous ne savons pas et que pour cela nous désirons d'apprendre, c'est de connaître et de pénétrer dans l'intérieur de cette substance dont le propre est de penser. Vous jugez bien que ce n'est pas assez de nous dire que vous êtes une chose qui pense, qui doute, qui entend, etc., mais que vous devez travailler sur vous-même comme par une espèce d'opération chimique, de sorte que vous puissiez découvrir et faire connaître l'intérieur de votre substance. Objection 9 contre la deuxième méditation. À cela, Descartes répond en se référant à l'intentionnalité. L'être de la pensée consiste dans l'acte même qui pose le sens constitutif de l'objet, et tout ainsi que nous pouvons distinguer plusieurs divers attributs dans la cire, l'un qu'elle est blanche, l'autre qu'elle est dure, l'autre que de dure elle devient liquide, etc. De même, y en a-t-il autant dans l'esprit, l'un qui a la vertu de connaître la blancheur de la cire, l'autre qui a la vertu d'en connaître la dureté, l'autre qui peut connaître le changement de cette dureté ou la liquéfaction, etc. D'où l'on voit clairement qu'il n'y a point de choses dont on connaisse tant d'attributs que de notre esprit. Pour ce qu'autant on en connaît dans les autres choses, on en peut autant compter dans l'esprit de ce qui les connaît. Mais puisque la conscience se définit dans son essence propre comme possession de l'être, elle ne peut trouver le critère de sa valeur que dans son évidence intrinsèque, et la recherche d'une garantie extérieure apparaît immédiatement comme dénuée de sens. Le recours à la véracité divine semble intolérable, non seulement parce qu'il implique un cercle, l'existence de Dieu étant été posée précisément au nom d'une perception claire et distincte, mais encore et surtout parce qu'il appartient au sens même de l'évidence d'exclure tout fondement autre qu'elle-même. Une évidence peut être corrigée ou supprimée par une autre évidence, mais un tel mouvement présuppose justement le droit absolu de l'évidence en général. Or, il est remarquable de constater que la garantie de la véracité divine n'est pas une thèse en quelque sorte subsidiaire qui se serait introduite occasionnellement parmi les conséquences de l'existence de Dieu, car le problème même de l'existence de Dieu n'est justement posé au début de la troisième méditation qu'en raison de la nécessité de fonder à nouveau les droits de l'évidence. Toutes les fois que cette opinion ci-devant conçue de la souveraine puissance d'un Dieu se présente à ma pensée, je suis contraint d'avouer qu'il lui est facile, s'il le veut, de faire en sorte que je m'abuse même dans les choses que je crois connaître avec une évidence très grande. Et certes, la raison de douter qui dépend seulement de cette opinion est bien légère et pour ainsi dire métaphysique, mais afin de la pouvoir tout à fait ôter, je dois examiner s'il y a un Dieu sitôt que l'occasion s'en présentera, et si je trouve qu'il y en a un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'aucune chose. Pour donner au problème toute sa signification, il convient de remarquer qu'il ne suffit pas de dire que la perception claire et distincte, ne s'actualisant que dans l'instant, ses résultats ont besoin d'une garantie nouvelle pour les moments où elle ne se trouve pas effectivement vécue, car ces résultats sont déposés dans la mémoire dont la fidélité n'est pas ici en question. Or, poser une vérité, c'est la poser comme valable pour tous et pour toujours. Si donc les droits de l'évidence sont incontestables au moment de son actualisation, ils devraient se transmettre aux souvenirs supposés fidèles
que nous en gardons, mais c'est là précisément ce que Descartes n'admet pas. Lorsque je considère la nature du triangle, je connais évidemment que ces trois angles sont égaux à deux droits. Et il ne m'est point possible de ne le point croire pendant que j'applique ma pensée à sa démonstration, mais aussitôt que je l'en détourne, encore je me ressouviens de l'avoir clairement comprise. Toutefois, il se peut faire aisément que je doute de sa vérité si j'ignore qu'il y a un Dieu. Cinquième méditation. Le problème est totalement insoluble si l'on prend la vérité comme un en soi absolu qui, une fois connu, ne pourrait plus être remis en question. L'exigence même d'une garantie supplémentaire impliquerait une contradiction dans les termes, mais précisément la vérité chez Descartes n'était pas comprise à l'origine comme un en soi. Tout son être consistait à être perçu clairement et distinctement dans le mouvement effectif de la vie subjective. Le problème de la véracité divine marque justement le passage subreptice de la conception originelle de la vérité comme signification vécue dans l'évidence à son interprétation banale comme un en soi. C'est ce que l'on peut confirmer en rappelant la conclusion que Descartes donne à l'expérience du cogito, de sorte qu'après y avoir bien pensé et soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce, que je la conçois en mon esprit. Ainsi, la vérité la plus certaine de toutes n'est pas un en soi indépendant de l'actualité de la conscience concrète. La proposition « je suis » n'est vraie que toutes les fois que je la prononce ou la conçois en mon esprit. Non pas sans doute qu'elle devienne fausse quand je n'y pense plus, mais elle n'existe pleinement comme vérité que dans l'acte effectif par lequel je la connais. Tout son être consiste à être constitué dans la temporalité de mon évidence actuelle. Dès lors, les limites que l'on pose au droit de la perception claire et distincte ne tiennent pas à son insuffisance intrinsèque, mais à la nature même de l'objet. La valeur de l'évidence n'est effective que pour le moment même où elle est vécue, simplement parce que la vérité n'existe véritablement qu'à ce moment, de sorte qu'il n'y ait pas lieu de chercher à l'assurer pour toujours. Sans doute le vrai se pose nécessairement comme vrai pour tous et pour toujours, mais il ne peut s'agir que d'une universalité effective, comme la possibilité actuellement vécue d'une répétition indéfinie. L'acte qui pose la vérité comme pouvant être constamment revécu implique bien un sens d'éternité, mais ce sens n'a sa pleine valeur que dans son actualisation effective et toujours répétée. Dès lors, la doctrine cartésienne de l'évidence aurait dû se développer dans une philosophie de la pure immanence qui viserait à réactiver à chaque instant les évidences originaires où l'être se constitue dans son sens véritable. Mais les concepts n'étaient pas prêts pour un travail de ce genre. Tout en définissant les vérités éternelles comme des natures créées, dont il est facile de voir qu'elles enveloppent en fait la même temporalité que l'acte effectif de connaissance, Descartes retombe dans la conception vulgaire qui les prend comme des réalités absolues, naïveté qui se dénonce immédiatement dans l'exigence inattendue d'une garantie supplémentaire et le recours mystique à la véracité divine. Une telle inconséquence ne faisait qu'exprimer la structure même de l'acte constituant en tant qu'il pose nécessairement son objet comme indépendant du mouvement qu'il engendre, et comme fondant à son tour ce mouvement dans son sens et sa valeur. Le cercle était à l'origine dans l'essence de la vérité en tant qu'elle se dissimule en se révélant. Paragraphe 18. La description phénoménologique comme critique de l'authenticité, constitution statique et constitution génétique. Il est temps d'aborder la difficulté capitale que soulève le principe même de la méthode phénoménologique. Comment la pure description du vécu résoudra-t-elle les problèmes de critique des valeurs que se pose traditionnellement la réflexion philosophique? Sans doute avons-nous distingué un vécu privilégié, l'évidence, qui n'est pas une donnée passive, mais le mode originaire de l'intentionnalité, ce en quoi il ne peut y avoir de doute, parce que le doute lui-même n'a de sens que par lui. Mais n'est-ce pas là précisément renoncer à chercher un fondement proprement philosophique? Si en m'approchant d'un homme, je m'aperçois qu'il n'était qu'un mannequin, j'ai corrigé une perception par une autre perception, ce qui implique le droit général de la perception à poser son objet comme réalité sensible. Et si je rectifie une erreur de calcul, ce ne peut être qu'en me livrant à un autre calcul, ce qui ne me fait pas sortir du type d'évidence propre au raisonnement mathématique. La phénoménologie ne pourrait apparemment rien faire d'autre que constater des démarches de ce genre. C'est en effet le principe de tous les principes que tout ce qui s'offre à nous dans l'intuition de façon originaire, en chair et en os, doit être reçu simplement comme il se donne.
Le philosophe n'aurait plus alors qu'à reconnaître sa propre inutilité et laisser à la conscience spontanée le soin de résoudre ses problèmes par son mouvement propre. Pourtant, la phénoménologie s'est toujours présentée comme la seule forme valable de la critique philosophique. Le principe de l'évidence n'est pas une théorie dogmatique, mais un simple point de départ où se définit le plan sur lequel doit se poursuivre le travail de réalisation. La description phénoménologique se propose justement de rectifier les significations visées par la conscience en explicitant leur contenu d'authenticité. Et de fait, la critique n'est féconde que dans la mesure où elle révèle au sujet les intentions profondes de ses propres démarches. Telle est du reste la dialectique même de la conscience spontanée quand elle se dépasse elle-même et s'élève à la réflexion philosophique. La phénoménologie ne fait que reprendre de manière méthodique le mouvement par lequel la pensée naturelle, à certains moments critiques, met en question ses propres évidences dans un retour spontané à la conscience de soi. Ainsi, un problème de géométrie ne saurait se résoudre autrement que par un raisonnement géométrique, mais à chaque étape décisive du développement de la science, des doutes s'élèvent sur la nature même de l'objet scientifique et des démarches qui le constituent. Il ne saurait être question de contester la valeur de la pensée mathématique comme telle. Une critique n'en est pas moins nécessaire sous la forme d'une explicitation du sens véritable des concepts fondamentaux qui définissent la structure de son domaine et corrélativement du type d'évidence où il se constitue. Que l'on se reporte à la découverte de l'irrationnel, du calcul infinitésimal, des nombres imaginaires, des géométries non euclidiennes ou de la théorie des ensembles, on verra qu'à chaque fois le progrès ne peut s'imposer que par une réflexion sur la signification effective de l'objet mathématique, en tant qu'il se trouve authentiquement visé dans l'activité créatrice du mathématicien, comme un pur possible donné dans de pures opérations comme telles, que l'existence mathématique se démontre par la simple non-contradiction et exclut ainsi par principe tout problème d'existence, c'est ce qui fut constamment oublié dans le travail technique, où les conditions de l'intuition sensible se confondaient avec les concepts opératoires et en limitaient arbitrairement le développement. C'est ainsi que le nombre fractionnaire, la quantité finie, l'espace euclidien jouirent longtemps du privilège qui n'était qu'un préjugé de la réalité effective. Chaque fois donc que le progrès de la pratique scientifique exigea une extension du domaine de la science, extension à laquelle s'opposaient précisément les habitudes qui au stade précédent avaient permis cette pratique elle-même, il fallait réaliser une prise de conscience originaire ou se révéler à nouveau avec une évidence absolue le sens effectivement vécu dans la pensée mathématique en tant qu'elle définit son objet indépendamment de l'intuition sensible par de pures constructions qui n'impliquent pas d'autre condition que la simple cohérence logique. Il s'agit, en d'autres termes, d'une critique de l'évidence mathématique s'effectuant dans l'évidence absolue de la conscience de soi par une explicitation phénoménologique des intentions authentiques du mathématicien. La possibilité d'une critique de ce genre repose sur la structure même de l'évidence spontanée, en tant que le sens ontologique constitutif de l'être de l'objet reste nécessairement implicite dans la naïveté de son vécu. Ainsi, le physicien opère sur des objets physiques, faits, lois, théories, sans expliciter le sens d'être, science, sin, du physique comme tel. Il arrive ainsi que les concepts fondamentaux comme l'espace, le temps, la masse, etc. se détachent comme des en soi indépendants de toute référence à la réalité vécue. L'œuvre des grands créateurs fut de dissiper ces fausses évidences par un retour au sens originaire des notions dans le mouvement par lequel elles se constituent sur une expérience physique. Ainsi, la spatio-temporalité n'est pas un cadre inné qui s'imposerait à la perception du monde réel. Il appartient justement à son sens même de se définir dans les opérations effectives de déplacement et de mise en rapport, dont l'accomplissement varie évidemment avec le progrès des instruments de mesure et de l'appareil mathématique. Ainsi, l'espace et le temps, conçus comme milieu homogène et infini, n'avaient de sens que par la possibilité d'obtenir des mesures indépendantes du système de référence sur lequel on a opéré. Une telle possibilité implique évidemment qu'un simple déplacement suffira à faire coïncider deux référentiels différents. Or, la condition réalisée pour un système de solide relativement peu éloigné, comme le monde de notre expérience ordinaire, ne l'est plus pour des référentiels animés d'une grande vitesse les uns par rapport aux autres.
Les notions mêmes de l'espace et du temps doivent alors être reconstruites, les conditions effectives des opérations de mesure ne représentant pas de simples circonstances contingentes, mais le fondement même des concepts théoriques comme condition de l'évidence constitutive du domaine étudié. La critique einsteinienne a libéré la pensée physique de ses cadres traditionnels en explicitant le sens d'être du domaine physique comme cela même qui se constitue dans une expérimentation effective. C'est cela même que vise authentiquement le physicien, mais qui fut recouvert par les habitudes du travail technique, où les notions sont prises comme des choses détachées de la dialectique qui les engendre dans leur être effectif et dans leur sens de vérité. De même, la découverte du principe d'indétermination reposait sur une explicitation du sens du concept même du déterminisme, en tant que la prévision de la position d'un corps à un instant donné implique la possibilité pratique de définir simultanément sa position et sa vitesse à l'instant antérieur. Qu'une telle possibilité soit limitée par les conditions réelles de l'expérimentation, le principe en subira une modification correspondante. Là encore, il fallut reconnaître que la vérification n'est pas une opération extérieure qui consisterait à comparer en quelque sorte du dehors les calculs de la théorie et les données de l'expérience. Elle définit l'évidence constitutive de la réalité physique dans le sens effectif dans lequel la vise le physicien, ce hors de quoi les principes apparemment les mieux établis ne sont en fait que de simples préjugés. Ainsi, la pensée positive pratiquait déjà spontanément la critique du sens ontologique de l'objet de la connaissance par l'explicitation des intentions authentiquement vécues par le savant. Il serait facile de trouver des exemples analogues dans les domaines du sentiment et de l'action. Les faux problèmes de la casuistique trouvent leur solution dans un retour vécu au sens originaire des valeurs et des fins, sens toujours présent, obscurément visé dans les pires défaillances, et dont la révélation entraîne la volonté dans un effort de redressement. La description phénoménologique est la mise en œuvre systématique de cette philosophie émanante à la conscience naturelle. Par là, elle donnera un statut nouveau aux sciences positives en dissipant cette naïveté qui les empêche de comprendre leur propre production en tant que l'intentionnalité qui les produit reste en elles à l'état implicite. De telles sciences se trouvent incapables d'éclaircir le sens d'être de leur domaine et des concepts qui les thématisent, incapables de dire ainsi au sens propre et dernier quel sens est l'existant dont elles parlent, quels horizons intentionnels ils présupposent, horizons dont elles ne parlent pas et qui pourtant contribuent à déterminer le sens en question. La phénoménologie doit leur permettre de retrouver cette authenticité qu'elles avaient chez les grands créateurs qui ne les concevaient que dans l'unité d'une sagesse universelle. La science moderne s'est dissoute dans une multitude de techniques spécialisées. Elle a renoncé à l'idéal platonicien d'une science authentique. Dans la pratique, elle a abandonné le radicalisme d'une responsabilité scientifique. Les sciences européennes ont perdu leur grande foi en elles-mêmes, en leur signification absolue. L'homme moderne d'aujourd'hui ne voit plus comme l'homme moderne de l'époque des Lumières, dans la science et dans la culture nouvelle élaborée par elle. L'auto-objectivation de la raison humaine, la fonction universelle de l'humanité s'est créée pour s'assurer une vie où elle obtienne une satisfaction véritable, une vie où se réalise sur le plan individuel et sur le plan social une pratique rationnelle. Cette grande foi qui jadis remplaça la foi religieuse, la foi dans la science en tant qu'elle mène à la sagesse, a perdu sa force chez beaucoup. Nous vivons ainsi dans un monde devenu incompréhensible, un monde dont nous cherchons vainement le pourquoi, le sens, qui jadis n'admettait aucun doute, car il était reconnu par l'entendement et la volonté. Sans doute nous est-il loisible de prendre une position critique et sceptique sur la culture scientifique dans le résultat de son devenir historique. Nous ne pouvons pas l'abandonner purement et simplement, sous prétexte que nous n'arrivons pas à en obtenir une compréhension dernière et à la diriger suivant une telle compréhension. Si la joie ne nous suffit pas de créer une technique intellectuelle, d'inventer des théories dont on peut tirer des applications fort utiles et qui permettent de gagner l'admiration du monde, si nous croyons qu'il n'y a d'humanité authentique que par une vie radicalement responsable d'elle-même, la responsabilité scientifique ne pouvant se séparer de la totalité des responsabilités humaines, alors nous avons le devoir de prendre position sur toute cette vie et cet ensemble de traditions culturelles et chercher par des explications radicales du point de vue individuel et du point de vue social, les possibilités et nécessités ultimes à partir desquelles nous pourrons prendre position devant les réalités sur le triple plan du jugement, du sentiment et de l'action.
Nous devons nous élever au-dessus de l'oubli de soi caractéristique du théoricien qui s'abandonna dans la production théorique aux objets, aux théories et méthodes, ne sait rien de l'intériorité de sa production. Il vit dans ses créations, n'a pas cette vie créatrice elle-même sous son regard thématique.